Ma fiancée a dit, j'ai le droit d'avoir un passé, tu es juste jaloux. Mais ce passé, c'était mardi et aussi jeudi dernier. J'ai répondu, tu as raison, je vais régler ça. Et je l'ai fait en déménageant, en annulant le mariage et en envoyant des captures d'écran à ses parents. Je m'appelle Jacques, j'ai 29 ans et je travaille comme directeur des opérations. Dans une usine de fabrication ici au Michigan. Ce n'est pas le travail le plus glamour, mais l'argent est solide et j'aime ce que je fais. J'ai passé les 5 dernières années à gravir les échelons, de superviseur d'usine à chef de ligne. De production entière. J'ai ma propre maison, j'ai payé mon Ford F-250 et j'avais ce que je pensais être une vie décente. Le camion était probablement mon achat préféré. Je l'ai acheté à un vieil homme qui l'utilisait pour transporter son bateau 2 fois par an et le traitait comme une pièce de musée. Il avait 30 000 miles au compteur et semblait neuf. J'ai passé mon premier week-end à installer un kit de rehausse et des pneus tout-terrain, car tout ce qui est de série est ennuyeux. J'ai également ajouté un revêtement à la benne, car j'utilise vraiment mon camion comme un camion, et non comme un véhicule pour aller au centre commercial. J'ai installé des barres lumineuses à LED pour la conduite de nuit. Et un treuil, car on ne sait jamais quand on aura besoin de tirer quelqu'un d'un fossé. Le camion est devenu mon quartier général pour les projets de week-end. Je l'ai utilisé pour transporter du bois, pour construire des meubles, du matériel de camping pour des voyages dans le nord et des outils pour aider des amis à déménager ou à réparer des choses. Il y a quelque chose de satisfaisant à posséder un véhicule à la fois pratique et amusant, quelque chose qui sert réellement un but au-delà de faire bonne figure sur un parking. Après quelques relations qui n'ont mené nulle part, parce qu'apparemment avoir des objectifs et de l'ambition est intimidant, j'avais en fait accepter que les rencontres dans la vingtaine signifient filtrer les gens qui n'ont pas encore découvert ce qu'ils veulent. La dernière fille avant Rebecca m'a quitté parce que je me souciais trop d'eux. Construire un avenir et elle voulait se concentrer sur le fait de vivre le moment présent, ce qui apparemment signifiait passer chaque week-end à se saouler dans les bars et à dormir jusqu'à midi. Une autre avant elle a dit que j'étais trop sérieux parce que j'étais vraiment présent quand je disais que je le ferais et que je respectais les plans. Quand j'ai rencontré Rebecca au mariage de mon ami au printemps 2022, j'avais en fait baisser mes attentes. Elle avait un travail et ne vivait pas en colocation. Cette fille semblait parfaite sur le papier, elle travaillait comme hygiéniste dentaire, elle avait son propre logement, elle pouvait avoir une vraie conversation sur autre chose que les drames de la télé-réalité. Elle portait ses robes d'été qui, d'une certaine manière, la rendaient élégante. Plutôt que de la faire paraître trop apprêtée, et elle riait à mes blagues même. Quand elle n'était pas si drôle. Elle avait cette aura d'être bien organisée, toujours à l'heure. Elle se souvenait des détails des conversations. En fait, elle faisait des plans au lieu de simplement dire que nous devrions sortir un jour et ne jamais les concrétiser. Nous nous sommes immédiatement connectés. Elle appréciait vraiment que j'ai une vie organisée au lieu de le considérer comme un signal d'alarme. Elle trouvait attrayant que j'ai une boîte à outils et que je sache réparer les choses au lieu d'appeler quelqu'un à chaque fois que quelque chose était cassé. Lorsque son évier de cuisine a commencé à fuir, je suis allé le réparer en 20 minutes au lieu de la faire attendre 3 jours pour un plombier. Elle semblait sincèrement impressionnée, plutôt que surprise, que j'ai des outils dans mon camion. Pour une fois, quelqu'un valorisait tout ce qui touche à la responsabilité d'un adulte. Elle racontait à ses amis comment je faisais la vidange de sa voiture et aidais son père avec des projets au lieu de lever les yeux au ciel. Cela m'a fait sentir qu'être fiable était en fait une bonne chose. Et non ennuyeux. Fréquenter Rebecca était naturel dès le premier jour. Nous parlions de choses réelles, de nos avenirs. Elle a mentionné qu'elle voulait acheter un logement plus grand. Elle a fini par me poser des questions sur ma planification de retraite. Elle a même plaisanté sur le fait de combiner nos meubles lorsque nous emménagerions ensemble. Elle s'entendait très bien avec ma famille, s'intégrait
parfaitement avec mes amis et semblait réellement heureuse. Nos premiers mois ensemble ont été, honnêtement, parfaits. Nous passions les week-ends à explorer les petites villes du Michigan, à visiter les marchés de producteurs et les brocantes. Nous nous équilibrions d'une manière que je trouvais mature et saine. Elle a commencé à laisser une brosse à dents chez moi. En juin. En juillet, nous avions établi cette routine où elle venait après le travail le mercredi et restait jusqu'au jeudi matin. Nous préparions des dîners élaborés en écoutant de la musique et nous parlions de l'endroit où nous nous voyons dans 5 ans. Ses parents m'adoraient. Son père, Jim, est un comptable à la retraite, un homme de chiffres qui appréciait que je comprenne vraiment les intérêts composés et que j'ai un plan 401K. Nous passions les dimanches après-midi à travailler dans son atelier, à construire des meubles, tout en parlant de tout, du football aux stratégies d'investissement. Ce type est devenu un second père. Jim m'a enseigné la planification à long terme d'une manière que mon propre père n'avait jamais fait. Nous poncions un pied de table et il laissait tomber des perles de sagesse sur les comptes de retraite ou les scores de crédit. Il rendait l'apprentissage de la vie d'adulte vraiment intéressant. Il racontait comment lui et Patricia avaient lentement construit leur richesse sur 30 ans. Pas de gains à la loterie, juste des décisions cohérentes et intelligentes accumulées au fil du temps. L'atelier de Jim était un paradis de la menuiserie. Chaque outil organisé par taille et fonction, un système d'extraction de poussière qui fonctionnait vraiment et suffisamment de serre-joints pour construire une maison entière. Le type avait des décennies d'équipement haut de gamme, des choses que j'avais achetées une par une. Il avait une belle vieille scie sur table des années 70 qui fonctionnait plus doucement que la plupart des équipements modernes. Il m'expliquait pourquoi dépenser plus au départ signifiait économiser de l'argent à long terme, car les outils de qualité duraient éternellement. Sa mère, Patricia, m'a traité comme un membre de la famille dès le début, m'invitant toujours au dîner du dimanche, me demandant mon opinion sur tout, des rénovations de cuisine à la voiture que je devais acheter, s'assurant que je ramenais des restes à la maison. Quand Rebecca et moi lui rendions visite, Patricia me prenait à part pour me montrer son jardin ou me poser des questions sur mon travail, comme si ma réponse avait vraiment de l'importance. Le jardin de Patricia était sa fierté. Et sa joie, des plates-bandes surélevées construites en cèdre, un système d'irrigation goutte à goutte que je l'avais aidé à installer et une serre où elle démarrait des semis chaque printemps. Elle partageait ses légumes avec la moitié du quartier et gagnait des prix à la foire du comté pour ses tomates. Elle a commencé à m'enseigner les techniques de taille appropriée et m'a laissé l'aider à redessiner son plan pour maximiser l'exposition au soleil. Il répétait constamment à Rebecca à quel point elle avait de la chance. Jim laissait entendre des choses sur les petits-enfants et Patricia faisait toujours des commentaires sur le fait que sa fille avait enfin trouvé quelqu'un qui avait sa vie organisée. J'ai eu le sentiment sincère d'avoir trouvé mes gens. En janvier 2023. J'étais prêt à faire ma demande en mariage. J'avais choisi une bague à $6 800. Une alliance en or blanc avec un diamant taille princesse, pour laquelle j'avais économisé pendant 8 mois. Le plan était de la demander en mariage lors de notre week-end à l'île Mackinac en mars, dans un endroit romantique avec vue sur l'eau. J'avais tout planifié parfaitement. En février, j'ai commencé à planifier les détails du mariage, bien que nous ne soyons techniquement pas encore fiancés. Rebecca laissait entendre depuis des mois qu'elle voulait un mariage au printemps, alors j'ai pensé prendre de l'avance. J'ai commencé à rechercher des lieux, à dresser des listes de dates possibles, j'ai même contacté quelques photographes pour vérifier leur disponibilité. La recherche du lieu m'a occupé les soirs pendant 2 semaines complètes. J'ai trouvé un endroit appelé Riverie de Estat, qui avait tout. Un espace de cérémonie extérieure avec vue sur l'eau, une salle de réception pouvant accueillir 200 personnes, la restauration incluse et des disponibilités en mai 2024.
J'ai pris contact pour confirmer les prix et laisser un acompte pour réserver la date, bien que je n'ai pas encore fait ma demande. Je pensais que c'était une planification intelligente. J'ai également réservé le photographe. Cette femme, dont le portfolio était absolument parfait, était disponible pour le 18 mai 2024, alors je l'ai réservé avec un acompte. J'ai aussi ouvert une feuille de calcul pour suivre les fournisseurs possibles, les coûts et le calendrier pour tout réserver. J'avais des schémas tracés en couleur, une liste d'invités préliminaires et même des plans de table préliminaires. Pourquoi? Pourquoi laisser quelque chose au hasard? Peut-être que j'ai été trop loin, mais j'aime être préparé. J'aime avoir un plan. J'aime savoir que le moment venu, tout sera en place. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Le premier changement, le premier signe avant-coureur est arrivé à la mi-février, lorsque j'ai mentionné l'acompte du lieu à Rebecca. Nous étions assis sur mon canapé à regarder une émission de rénovation et j'ai mentionné au hasard que j'avais trouvé l'endroit parfait pour un mariage de printemps. Elle a à peine levé les yeux de la télévision. Excellent. J'ai versé un acompte pour réserver une date pour mes prochains. Je pensais que nous pourrions y aller ensemble ce week-end. Maintenant, elle me regardait. Tu as versé un acompte? Pourquoi faire? Pour notre lieu de mariage. Tu parles de vouloir un mariage de printemps depuis un moment. Alors j'ai commencé à chercher des lieux et j'ai trouvé cet endroit parfait juste au bord de l'eau. Elle m'a juste regardé fixement pendant 10 secondes. Jacques, nous ne sommes même pas encore fiancés. Oui, mais nous le serons bientôt, et les bons endroits se réservent rapidement. Je suis juste proactif. Proactif, ce serait de me demander d'abord avant de dépenser de l'argent pour quelque chose dont nous n'avons même pas discuté. Sérieusement. Premier signe d'alerte, mais je l'ai ignoré. Je pensais qu'elle était juste stressée par le travail. Elle avait mentionné que sa clinique était confrontée à une difficile action en justice de la part d'un patient et que tout le monde était nerveux. Le stress lié au travail semblait raisonnable au début. Les cliniques dentaires, apparemment, gèrent toutes sortes de drames. Des compagnies d'assurance qui refusent de couvrir les procédures, des patients qui menacent de poursuites pour faute professionnelle présumée. Le roulement du personnel créant des cauchemars de planification. Elle rentrait du travail épuisée, se plaignant de patients arrogants qui refusaient d'utiliser le fil dentaire, mais la blâmaient pour leur carie. Je préparais le dîner et la laissais se défouler pendant qu'elle consultait son téléphone. Puis elle a commencé à mentionner Brandon, un vieil ami de la faculté de médecine dentaire qui venait de revenir au Michigan pour ouvrir sa propre clinique. Au début, c'était des mentions innocentes comme « Brandon pense que je devrais envisager d'ouvrir ma propre clinique un jour » ou « Brandon dit que le modèle de clinique corporative est en train de détruire la dentisterie. » Quoi qu'il en soit, les gens retrouvent d'anciens camarades de classe, mais ensuite c'est devenu constant. Brandon ceci, Brandon cela. Brandon pense que je gaspille mon talent à travailler pour quelqu'un d'autre. Brandon dit que je pourrais gagner le double en gérant mon propre cabinet. Brandon a toutes ses connexions avec les fournisseurs d'équipements et les vendeurs. Le type dirigeait apparemment une clinique dentaire de luxe spécialisée dans les procédures cosmétiques pour les riches, le genre d'endroit où les nettoyages coûtent $400 et il y avait une cafétéria dans la salle d'attente. Rebecca ne cessait de parler de sa mentalité d'entrepreneur et de la façon dont il avait transformé sa clinique en une entreprise à 7 chiffres en 3 ans. Je ne suis pas du genre jaloux normalement, mais quelque chose ne collait pas. Elle a commencé à passer plus de temps sur son téléphone pendant le dîner, me donnant des réponses vagues lorsque je lui posais des questions sur sa journée. Elle a commencé à dire qu'elle allait faire quelque chose avec des collègues, au lieu
D'être spécifique sur qui ou où. Quand j'ai essayé de confirmer notre voyage à Mackinac Island pour mars, elle m'a dit, peut-être devrions-nous le reporter. Le reporter? Pourquoi? Je pense juste qu'avec tout ce qui se passe au travail, je ne pourrais peut-être pas prendre de temps libre. Plus de signaux d'alarme, mais encore. Une fois, j'ai pensé que le stress du travail était réel. Le procès. Apparemment, s'aggravait et tout le monde dans sa clinique faisait des heures supplémentaires pour documenter correctement tout. La découverte, le 12 mars, a été le moment où tout s'est effondré. Rebecca était distante depuis des semaines à ce stade, moins intéressée par la planification. Toujours scotchée à son téléphone, me donnant des réponses monosyllabiques aux questions. J'avais essayé de le mentionner plusieurs fois, mais elle s'en était tirée avec un « je suis juste fatigué » ou « le travail est fou en ce moment ». Ce mardi-là, elle m'a envoyé un SMS disant qu'elle devait travailler tard pour une réunion de personnel. Rien d'inhabituel. Elle avait mentionné qu'il mettait en œuvre de nouvelles procédures et que tout le monde avait besoin d'une formation. Elle a dit que ça se terminerait probablement vers 21h et qu'elle rentrerait directement chez elle au lieu de venir. D'accord. J'ai commandé de la nourriture à emporter, j'ai travaillé à finir une table basse que j'avais restaurée et je me suis préparé pour un après-midi calme. Vers 20h30, mon ami Kevin m'a appelé. Et, n'est-ce pas ta copine au Capé Taverne? Mon estomac s'est noué. Quoi? Oui, je suis en train de dîner ici et je suis presque sûr d'avoir vu Rebecca. Elle est dans une banquette au fond avec un gars. Ils ont l'air très à l'aise. Le Capé Taverne est un endroit chic au centre-ville. Ce n'est pas un endroit où l'on va pour un dîner rapide et informel. C'est là que les gens vont pour les soirées en amoureux et les anniversaires. Es-tu sûr que c'est elle, mon amie? Je l'ai rencontrée au moins 8 fois. C'est définitivement elle. Tu veux que je t'envoie une photo? Je voulais une photo. Je n'en avais pas besoin. Absolument. 30 secondes plus tard, mon téléphone vibre avec une photo. Il y a Rebecca, avec une robe noire que je n'avais jamais vue, assise en face d'un gars en chemise boutonnée. Ils se penchent l'un vers l'autre, souriant, sa main sur la table entre eux. Le genre de langage corporel qui crie, ce n'est pas une réunion d'affaires. Je regarde cette photo en essayant de comprendre ce que je vois quand Kevin m'envoie un autre SMS. Je viens de le voir lui prendre la main. Mec, je suis désolé. Quelque chose en moi est devenu froid et calculateur. Il n'y avait pas encore de colère, juste cette étrange clarté distante, comme si soudain je regardais ma propre vie de l'extérieur de mon corps. Mon cerveau est passé en mode résolution de problèmes, de la même manière qu'au travail lorsqu'une ligne de production tombe en panne et que je dois diagnostiquer le problème systématiquement. Premier mouvement. J'ai appelé la clinique dentaire. J'ai eu la messagerie vocale hors horaire, j'ai raccroché et j'ai appelé le numéro de la réception qui allait à leur ligne d'urgence pour les urgences dentaires réelles. La réceptionniste qui a répondu a semblé confuse quant à la raison de mon appel. Je lui ai demandé s'il y avait une réunion de personnel ce soir-là. Elle a répondu non, rien de prévu. La dernière réunion avait eu lieu 2 semaines auparavant, pendant le déjeuner. Je lui ai demandé si Rebecca travaillait tard. Elle a répondu que Rebecca était partie à son heure normale, vers 17h30. Elle a menti sur une réunion qui n'avait jamais existé. Elle est partie à son heure normale et est allée directement rencontrer ce type. Deuxième mouvement, je me suis rendu au Capé Taverne. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, où je pouvais voir l'entrée sans être trop évident. Attendre. Le trajet était étrange. Je n'étais même pas encore en colère. Je fonctionnais simplement en pilote automatique. L'esprit parcourait les scénarios comme si je déboguais du code.
Et si Kevin s'était trompé et que ce n'était pas elle? Et si c'était elle, mais qu'elle était innocente? Et si c'était exactement ce que cela semblait être? Kevin m'a envoyé un SMS. Mon ami, es-tu là? S'il te plaît, dis-moi que tu ne fais rien de stupide. Je ne faisais rien de stupide. Je faisais quelque chose d'intelligent. Je recueillais des informations avant de prendre des décisions. De la même manière que vous enquêteriez sur un achat important au lieu d'acheter sur un coup de tête. De la même manière que vous enquêteriez sur un problème au travail au lieu de tirer des conclusions hâtives. Je suis resté dans mon camion pendant 90 minutes à regarder l'entrée, le soleil se couchant, les lumières de la rue s'allumant, j'ai vu des couples entrer et sortir, des groupes d'amis rire, des hommes d'affaires en costume, probablement avec des notes de frais. Un jeudi après-midi normal dans un restaurant élégant. Finalement, vers 22 heures. Rebecca et ce gars sont sortis en marchant très proche, lui avec son bras autour de sa taille, comme s'il l'avait fait 100 fois. Ils sont restés dehors, sous l'auvent à parler pendant quelques minutes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer une vidéo. J'ai capturé leurs échanges, ils se tenaient prêts, ils lui touchaient le visage. Elle riait de quelque chose qu'il disait. Puis elle l'a embrassé. Pas un petit baiser sur la joue, rien de maladroit ou d'accidentel. Un baiser passionné. Comme s'il jouait dans un film romantique. Le genre de baiser que l'on donne à quelqu'un avec qui on a une vraie relation. Le genre de baiser qui m'a dit tout ce que je devais savoir sur la durée de cette histoire. Ils se sont séparés et se sont dirigés vers des voitures différentes. J'ai pris des photos de tout. Sa voiture à lui, les 2 plaques d'immatriculation clairement visibles. Je l'ai regardé monter dans sa Civic et s'éloigner dans une direction, lui monter dans sa BMW et partir dans l'autre. Puis je l'ai suivi. J'ai gardé une voiture entre nous. J'ai gardé une attitude décontractée, sans séquence de course-poursuite dramatique de film. Je l'ai juste suivi à une distance normale pendant qu'il conduisait en ville. Comme s'il n'était pas pressé. Le gars a conduit jusqu'à un complexe d'appartements à environ 15 minutes de distance, dans la plus belle partie de la ville. Je l'ai vu se garer sur une place couverte, marquée « Unité 3B réservée ». Et entrer par une porte de sécurité, un bâtiment moderne, probablement construit au cours des 5 dernières années. Un de ces immeubles avec une salle de sport, des casiers à colis et un loyer qui coûte plus cher que le prêt immobilier de la plupart des gens. J'ai attendu 5 minutes, puis je suis entré dans le hall du bâtiment comme si j'y habitais. Un homme est sorti, il m'a tenu la porte comme les gens le font, j'ai acquiescé. Pour le remercier, je me suis dirigé directement vers le tableau d'affichage mural. J'ai vérifié les noms par ordre alphabétique. Unité 3B. Brandon Miss. C'était Brandon de la faculté de médecine dentaire, Brandon l'homme d'affaires, Brandon. Le gars qui la faisait se sentir vivante. Brandon qui n'était certainement pas juste un ami retrouvant une ancienne camarade autour d'un café. Je suis rentré chez moi en silence complet. Je n'ai pas mis de musique, je n'ai appelé personne, je n'ai même pas allumé la radio. J'ai juste conduit et laissé mon cerveau tout traiter. Main sur le volant à 10. Et 2. Régulateur de vitesse réglé exactement à la limite de vitesse. Fonctionnant en pilote automatique pur pendant que mon esprit cataloguait les preuves et les délais. Je suis rentré dans mon garage vers 23h30 et je suis resté dans le camion encore 20 minutes à juste réfléchir, à regarder la lumière du Porsche de mon voisin clignoter, à compter les voitures qui passaient, et évitant le moment inévitable où j'aurais à faire face réellement à ce que je venais de voir. Rebecca m'a envoyé un SMS à 23h45. J'ai enfin fini cette réunion. Je rentre à la maison pour dormir. Je t'aime. J'ai regardé ce SMS pendant une minute entière. Le mensonge désinvolte, la tromperie facile.
Le « je t'aime » collé comme une ponctuation sur une liste de courses, comme si elle avait pratiqué ce mensonge toute la nuit et jouait maintenant sa performance. Message envoyé à 23h45 indiquant qu'elle venait de finir une réunion qui n'avait jamais existé, après 3 heures passées dans un restaurant avec un autre homme. Je n'ai pas répondu. Je suis entré et j'ai consulté nos relevés téléphoniques en ligne. Je suis le titulaire principal du compte, donc je pouvais tout voir. Chaque appel, chaque message texte, les eurodatages, la durée, les numéros des destinataires. J'ai commencé à examiner ces journaux d'appels et de messages textes des 2 derniers mois. Ce que j'ai trouvé était incriminant. Des centaines de messages au numéro de Brandon au cours des 6 dernières semaines. Plusieurs appels chaque jour, certains durant plus d'1 heure. Des messages textes envoyés à toute heure. Tôt le matin avant le travail, pendant les pauses déjeuner, tard le soir après que je pensais qu'elle était allée se coucher. Le volume était absolument fou, plus de communication avec lui qu'avec moi. Et j'étais censé être son petit ami depuis 2 ans. J'ai creusé plus loin, j'ai vérifié notre calendrier partagé où elle enregistrait son horaire de travail. Je l'ai comparé avec ses véritables fiches de temps auxquelles je pouvais accéder via son portail patient. Elle m'avait ajouté comme contact autorisé il y a des mois pour que je puisse récupérer ses ordonnances si nécessaire. Les eurodatages ne correspondaient absolument pas. Elle avait prétendu travailler tard au moins 8 fois au cours du dernier mois. Ses heures de départ réelles montraient qu'elle était partie à son heure normale, vers 17h30. Tous ces jours-là. 8 mensonges, 8 fausses nuits de travail, 8 rendez-vous avec Brandon. Alors que j'étais assis à la maison pensant qu'elle faisait des heures supplémentaires, j'ai commencé à tout documenter dans un tableur parce que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne au travail. Date, lieu prétendu, lieu réel basé sur les preuves, écart de temps. Confirmation des mensonges. J'ai construit une chronologie qui rendrait un détective fier. Je suis allé me coucher vers 2 heures du matin, mais je n'ai pas beaucoup dormi. Le cerveau ne s'arrêtait pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de repasser les souvenirs et de me demander lesquels étaient réels et lesquels étaient des performances. Chaque geste d'affection me semblait soudain suspect. Chaque sourire potentiellement faux, chaque plan que nous avions fait, peut-être juste quelque chose qu'elle disait pour me garder satisfait pendant qu'elle explorait des options avec Brandon. Le mercredi matin, j'ai appelé le travail et j'ai dit que j'étais malade. J'ai passé la journée à enquêter comme si c'était mon emploi à temps plein. J'ai commencé par les réseaux sociaux. Rebecca et Brandon n'étaient pas amis sur les réseaux sociaux, ce qui semblait étrange pour d'anciens collègues de la faculté de médecine dentaire. Mais des amis communs ont montré des photos d'une conférence dentaire en janvier, tous deux tagués dans le même hôtel à Chicago. Elle m'avait dit que cette conférence était ennuyeuse et qu'elle avait passé la majeure partie de son temps dans sa chambre à étudier de nouvelles procédures. J'ai trouvé plus de photos d'amis mutuels. Brandon dans un restaurant. Février, Rebecca visible en arrière-plan d'une photo. Une autre photo de mars. Qui les montrait tous les deux lors d'un événement extérieur, se tenant curieusement proches. La piste était incriminante. J'ai contacté une collègue de Rebecca avec qui je m'étais toujours bien entendu. Une fille nommée Stéphanie, qui était venue dîner chez nous plusieurs fois, m'a envoyé un message décontracté, et Rebecca a été très stressée au travail. Dernièrement. À quel point ce procès devient-il vraiment grave? Stéphanie a répondu en moins d'1 heure, quel procès? Nous avons eu quelques problèmes de facturation d'assurance le mois dernier, mais rien d'important. Pourquoi? Donc, le procès était également faux. Le stress au travail, les heures supplémentaires, tout. J'étais assis là, regardant mon ordinateur portable, me sentant comme le plus grand idiot du monde. Depuis combien de temps me
Mentait-elle? Quelle part de notre relation était réelle? La confrontation. Le jeudi après-midi, Rebecca m'a envoyé un SMS me demandant si je pouvais venir. Elle a dit qu'elle me manquait et qu'elle voulait passer la nuit. Bien sûr. Viens. Elle est apparue vers 19h avec son sac de voyage, tout sourirait. Affection décontractée comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé en guise de bonjour, s'est installée sur mon canapé, a commencé à me raconter sa journée de travail. Je l'ai laissé parler pendant environ 10 minutes. Puis j'ai sorti mon téléphone. Alors, Brandon? Elle s'est figée au milieu de sa phrase. Quoi? Brandon de la faculté de médecine dentaire. Le gars avec qui tu traînes pendant que tu me dis que tu travailles tard. Le sang a quitté son visage. Jacques, je peux t'expliquer? Je suis sûr que tu peux, mais d'abord, laisse-moi te montrer ce que je sais. J'ai sorti les photos de mon téléphone. C'est toi au Café Taverne mardi. Tu m'as dit que tu avais une réunion de personnel. Sa bouche s'est ouverte. Mais rien n'est sorti. C'est toi qui l'embrasses sur le parking. C'est son complexe d'appartements. Ce sont tes relevés de téléphone qui montrent 847 messages textes à son numéro au cours des 6 dernières semaines. J'ai continué à faire défiler les photos. C'est toi et lui dans un restaurant en février. C'est toi à cette conférence dentaire en janvier où tu as dit que tu avais passé tout ton temps à étudier seul dans ta chambre. Elle a commencé à pleurer. Les larmes de culpabilité immédiate qui confirmaient tout. Jacques, s'il te plaît. Laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Tu as couché avec Brandon pendant que tu planifiais un avenir avec moi. Nous ne couchions pas. Nous parlions juste de peut-être commencer un cabinet ensemble, et nous nous sommes rapprochés, et les choses se sont produites, mais cela ne signifiait rien. Quand cela a-t-il commencé, Jacques? Quand cela a-t-il commencé? Elle a essuyé ses yeux, le mascara coulant sur son visage. Janvier, à la conférence, nous avons eu quelque chose et nous parlions du bon vieux temps et nous nous sommes embrassés, et je savais que c'était mal, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Et puis, quand il est revenu ici, nous avons commencé à nous voir. Et je jure que j'allais y mettre fin. Janvier. Tu m'as menti pendant 3 mois. Je sais et je suis tellement désolé. Je me déteste pour ça, mais tu dois comprendre qu'avec Brandon, je me sens vivante. Il me fait me sentir excitante. Et spontanée. Avec toi, tout est planifié et structuré. Et j'ai commencé à sentir que toute ma vie était tracée avant même que je ne puisse dire quoi que ce soit à ce sujet. Voilà la vraie raison. Donc tu m'as trompé parce que je suis trop organisé. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Laisse-moi reformuler. Tu m'as trompé, tu m'as menti pendant 3 mois. Et tu l'as attribué à ma personnalité. C'est plus juste? Maintenant, j'étais à bout de nerfs. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je t'aime, Jack. Je le fais. Brandon n'était qu'une distraction excitante. Mais c'est avec toi que je veux construire une vie. Sérieusement, parce qu'il y a 2 jours, tu l'embrassais dans un parking. C'était une erreur, une grosse erreur. J'allais le quitter cette semaine, je le jure. S'il te plaît, Jack, nous pouvons surmonter ça. Les gens font des erreurs. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons arrêter. Elle me regardait avec ses yeux désespérés et suppliants, comme si j'allais céder et lui pardonner, parce que c'est ce que font les gentils gars dans les films. Cela n'arrivera pas. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix complètement calme. Tu vas prendre ton sac de voyage et tu vas partir.
Tu vas supprimer mon numéro et tu ne me contacteras plus jamais. Et ensuite, je m'occuperai du reste. Le reste? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je vais nettoyer le désordre que tu as créé. Jack, s'il te plaît, pouvons-nous arranger ça? Nous ne pouvons pas arranger ça, parce qu'il n'y a pas de nous. Tu as choisi Brandon. Tu as pris cette décision. Chaque jour pendant 3 mois. Alors félicitations. Tu as eu ce que tu voulais. Maintenant, va-t'en. Plus de pleurs, plus de supplications, plus de promesses que c'était une erreur et qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger ça. Je suis juste resté là, les bras croisés, à attendre. Finalement, elle a attrapé son sac et est partie. Elle a continué à pleurer. Elle a continué à essayer de s'expliquer pendant que je lui fermais littéralement la porte au nez. J'ai observé depuis ma fenêtre comment elle est restée assise dans sa voiture. Pendant 20 minutes, attendant probablement que je m'enfuis pour lui pardonner. Finalement, elle est partie. Je me suis versé un verre d'eau, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai commencé à faire une liste. La réponse de la Terre. Brûlé. Premier élément de la liste, tout annulé. J'ai appelé le lieutenant. Vendredi matin. J'ai expliqué la situation. Les fiançailles avaient été annulées. Je devais annuler la réservation. Ils ont été étonnamment compréhensifs. J'ai perdu mon acompte, mais ils m'ont remboursé tout le reste, car nous étions à plus d'1 an de la date. Le photographe a été le suivant. Même histoire. J'ai perdu l'acompte, j'ai récupéré le reste. Puis, j'ai appelé le bijoutier. La bague n'avait pas encore été ajustée, car je n'avais pas encore fait ma demande officiellement. Ils l'ont donc reprise, avec des frais de réapprovisionnement de 20%. J'ai quand même récupéré $4 440, ce qui était mieux que d'avoir un rappel de mon échec. De $6 800 rangés dans mon tiroir à chaussettes. J'ai réglé tout cela avant midi. Je me sentais étrangement productif, comme si je gérais le projet de fin de ma relation. Ensuite, les parents. C'est là que ça devient intéressant. J'aurais pu dire à Jimmy et Patricia ce qui s'était passé et les laisser gérer. J'aurais pu être la meilleure personne et partir en silence, mais quelque chose en moi voulait qu'ils sachent exactement qui était vraiment leur fille. Alors, j'ai tout rassemblé. J'ai créé un dossier avec des captures d'écran des journaux. De messages textes montrant le volume de messages entre Rebecca et Brandon. Des captures d'écran de son emploi du temps par rapport à ses vraies fiches de temps montrant les mensonges, des photos du restaurant, des photos du parking. Des photos de la conférence, j'ai même enregistré la partie de nos relevés téléphoniques montrant l'historique des appels. J'ai tout organisé dans un document PDF avec des dates, des heures et le contexte pour tout. Je l'ai rendu propre et professionnel, comme une présentation que l'on ferait au travail, sans commentaires émotionnels, juste des faits et des preuves. Puis j'ai écrit une lettre. Chers Jimmy et Patricia, je vous écris pour vous informer que Rebecca et moi avons mis fin à notre relation. Je voulais que vous l'entendiez directement de moi plutôt que par des informations de seconde main. Au cours des 3 derniers mois, Rebecca a eu une liaison avec un ancien camarade de classe nommé Brandon Miss. Pendant cette période, il a menti à plusieurs reprises sur le fait de travailler tard, d'assister à des sessions de formation et de gérer le stress au travail. Je joins une documentation qui montre l'ampleur de la tromperie. J'avais prévu de demander Rebecca en mariage lors de notre voyage en mars. Au lieu de cela, je l'ai surprise en train d'embrasser Brandon sur un parking après qu'elle m'ait dit qu'elle était à une réunion de personnel obligatoire qui n'existait pas. Je partage ces informations avec vous parce que vous méritez de connaître la vérité sur la raison pour laquelle cette relation a pris fin. Vous m'avez accueilli dans votre famille et j'ai profondément apprécié cette relation. Je suis désolé que cela doive se terminer ainsi. Je vous souhaite à tous les deux
Le meilleur. Jack. J'ai tout imprimé, l'ai mis dans une enveloppe cartonnée. Je suis allé au bureau de poste et je l'ai envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception pour savoir quand il le recevrait. Le samedi après-midi, j'ai reçu la notification qu'il avait été livré et signé. Attendre. Dimanche matin, mon téléphone a commencé à exploser. Jim a appelé en premier. J'ai laissé le message passer sur la boîte vocale. Il a laissé un message de 3 minutes qui commençait par « Jack, nous venons d'ouvrir ton colis ». Et il a fini en disant qu'il appellerait Rebecca immédiatement pour entendre sa version de l'histoire, mais qu'il était absolument dégoûté par ce qu'il avait vu. Patricia a appelé après. C'est aussi passé en boîte vocale. Elle pleurait dans son message, disant qu'elle n'arrivait pas à croire que Rebecca ait fait une chose pareille et qu'elle avait été mieux élevée. Puis Rebecca a appelé, je l'ai ignoré. Puis la sœur de Rebecca a appelé. Je l'ai ignoré. Puis Rebecca a envoyé un SMS. Tu as tout envoyé à mes parents. Ils sont fous de rage. Ma mère ne cesse de pleurer et mon père ne me parle pas. Comment as-tu pu faire ça? J'ai répondu, j'ai documenté la vérité et je l'ai partagée avec des gens qui méritent de savoir ce qui s'est passé. Rien de plus, rien de moins. C'est cruel. C'est au-delà de la cruauté. Tu essaies de monter ma famille contre moi. Tes actions ont monté ta famille contre toi. J'ai juste fourni les preuves. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Tu es en train de ruiner ma vie à cause d'une erreur. Tu as pris des centaines de décisions calculées pour mentir et tromper pendant 3 mois. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Amuse-toi à faire face aux conséquences. J'ai bloqué son numéro après cela. Les conséquences ont apparemment été nucléaires. Par l'intermédiaire d'amis mutuels, j'ai appris que Jim et Patricia avaient eu un effondrement total en voyant les preuves. Jim, en particulier, était très en colère à cause des photos du baiser sur le parking. Apparemment, il s'était vanté auprès de ses amis de son futur gendre et s'était senti complètement humilié que leur fille leur ait menti à tous. Patricia était dévastée que Rebecca ait menti sur son stress au travail et utilisé de fausses urgences pour couvrir ses rendez-vous. Apparemment, Patricia avait dit à son groupe d'église de prier pour Rebecca pendant son moment difficile au travail, et elle avait maintenant l'impression d'avoir été ridiculisée devant toute sa communauté. Ils ont confronté Rebecca ce dimanche-là à propos de la soirée et cela s'est passé aussi bien que l'on pouvait s'y attendre. Rebecca a essayé de retourner l'histoire en disant que Jack était contrôlant et qu'elle se sentait piégée, ce qui, apparemment, a encore plus irrité Jim parce qu'il m'avait vu l'aider à construire des meubles et à réparer des choses dans sa maison pendant 1 an et il savait que c'était des conneries. La véritable explosion est survenue quand ils ont découvert Brandon. Il s'est avéré que Brandon était marié. Oui, c'est le détail que Rebecca avait commodément omis tout au long de son récit de « Nous nous sommes connectés à la conférence ». Le gars était marié à sa femme, son amie d'université, depuis 4 ans, et elle était à ce moment-là enceinte de 7 mois de leur premier enfant. Jim a découvert cela en faisant environ 10 minutes de recherche sur les réseaux sociaux de Brandon après avoir obtenu son nom complet de ma documentation. Il a trouvé la page Facebook de la femme pleine de mises à jour sur la grossesse et de messages excitants sur le fait de devenir parent. Il a trouvé leurs photos de mariage de 2019. Il a tout trouvé. Il a appelé la femme de Brandon et lui a tout raconté. Ce lundi-là, la vie de Brandon a implosé. Sa femme l'a mis dehors. Elle a demandé le divorce. Puis elle a appelé le collège des dentistes pour le signaler pour avoir eu une relation inappropriée avec une collègue, car apparemment il y a des règles éthiques à ce sujet dans les professions médicales. La vie de Rebecca n'allait pas beaucoup mieux. Ses parents l'ont essentiellement déshéritée.
Ils lui ont dit qu'ils avaient honte de ses choix et qu'ils avaient besoin d'espace pour digérer ce qu'elle avait fait. Patricia lui a spécifiquement dit qu'elle ne pouvait pas regarder Rebecca sans voir tous les mensonges et la tromperie. Jim lui a dit qu'elle n'était plus la bienvenue aux réunions de famille tant qu'elle ne réglerait pas et ne réparerait pas la destruction qu'elle avait causée. Ils ont changé les serrures de leur maison parce que Rebecca avait une clé et qu'il ne faisait plus confiance à son jugement. Sa sœur a cessé de lui parler. Sa famille élargie a été mise au courant et la majorité s'est rangée du côté des parents. La réputation de Rebecca dans sa famille a complètement sombré. Le travail est également devenu étrange. Le drame de la clinique de Brandon est devenu le sujet de conversation de la communauté dentaire locale. Car sa femme était également hygiéniste dans une clinique concurrente. Le nom de Rebecca a été traîné dans la boue comme « l'autre femme », bien qu'elle n'ait pas été au courant de la femme. Son lieu de travail est devenu inconfortable parce que tout le monde le savait. Pendant ce temps, je vis ma vie. J'ai pris une semaine de congé pour tout traiter et me vider la tête. J'ai passé la majeure partie de ce temps à travailler sur mon camion et à retrouver des amis. Lee est venu et nous avons joué aux jeux vidéo pendant environ 12 heures d'affilée pendant qu'il commentait que Rebecca était l'équivalent humain d'un feu de poubelle. Imagine être si égoïste que de ruiner 2 relations, la confiance de tes parents et de détruire ta réputation pour un gars marié à une femme enceinte, a-t-il dit en réapparaissant après avoir été abattu. C'est comme une course de vitesse pour couler toute ta vie. Je suis retourné au travail le lundi suivant, me sentant étonnamment lucide. Je me suis consacré à mon travail, j'ai commencé à aller à la salle de sport plus régulièrement et en fait, je suis sorti avec quelqu'un à nouveau après quelques mois. Cet été-là, j'ai rencontré Rachel lors d'une fête du 4 juillet chez un ami comptable. Propriétaire de son propre condo, avec sa vie organisée. Nous nous sommes immédiatement connectés lors d'une conversation sur une planification financière adéquate et l'importance d'avoir réellement des objectifs. J'adore que tu penses à l'avenir, a-t-elle dit lors de notre 3e rendez-vous. Mon ex disait que j'étais ennuyeux parce que j'avais un plan sur 5 ans. Il voulait juste voir où la vie nous mènerait, ce qui, apparemment, signifiait rester dans le sous-sol de ses parents à jouer aux jeux vidéo. Nous sommes ensemble depuis 4 mois et c'est le jour et la nuit comparé à Rebecca. Rachel apprécie les choses chez moi que Rebecca trouvait suffocantes. Elle aime que je sois organisé et que je planifie à l'avance. Elle trouve attrayant que j'ai ma propre maison et un compte de retraite. Elle valorise la stabilité plutôt que de la traiter comme une peine de prison. Le plus important est qu'elle est honnête. Elle me dit où elle va, avec qui elle est, ce qu'elle fait. Un concept révolutionnaire, je sais. Les conséquences, les répercussions ont continué de s'améliorer. 2 semaines après l'arrivée du colis, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé passer sur la messagerie vocale. C'était l'ex-femme de Brandon qui me remerciait d'avoir dit à Jim ce qui se passait. Elle a dit qu'elle avait demandé le divorce le lendemain du coup de fil de Jim. Et que Brandon avait du mal à trouver un avocat pour prendre son dossier. Apparemment, elle avait contacté le conseil dentaire à ce sujet, car il existe des directives d'éthique professionnelle concernant les relations entre collègues, surtout lorsqu'une personne utilise son réseau professionnel pour recruter l'autre dans des associations commerciales. Le cabinet de Brandon était en examen. Le soutien de ses investisseurs s'est effondré lorsqu'ils ont découvert le scandale. Le gars était en train de saigner financièrement, essayant de maintenir son entreprise à flot tout en payant les avocats du divorce. 1 mois plus tard, mon ami mutuel Jacques a appelé. Mon frère, tu dois écouter ça. Rebecca s'est présentée à l'appartement de Brandon hier soir. Ses voisins ont appelé la police parce qu'elle frappait à sa porte en hurlant qu'il lui avait ruiné la vie. Brandon, apparemment,
avait fantasmé dessus après. Que sa femme ait demandé le divorce. Il a bloqué son numéro, il l'a bloqué. Partout, il a coupé tout contact complètement. Rebecca ne supportait pas d'être abandonnée après avoir détruit toute sa vie pour lui. La police ne l'a pas arrêté, mais ils lui ont dit de partir et de ne pas revenir. Mec, elle avait l'air terrible. Jacques a tout vu de sa voiture. J'ai été promu au travail en août. Mon patron m'a appelé dans son bureau et a dit qu'ils étaient impressionnés par la façon dont j'avais géré une urgence. Client majeur le mois précédent. Cela s'est accompagné d'une augmentation de 15 000 $ et de ma propre place de parking. J'ai utilisé le premier chèque de bonus pour finir de payer le camion 4 ans plus tôt. Septembre est arrivé et la sœur de Rebecca, Anne, a pris contact. Nous nous étions toujours bien entendus. Alors j'ai répondu, Jack, je dois te dire que j'ai dit à Rebecca que c'est une idiote et que je ne lui parle plus. Ce qu'elle t'a fait était impardonnable. J'apprécie cela. Nos parents ont changé leur testament, ils l'ont retiré d'eux. Tout. Maintenant, je suis la seule bénéficiaire. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à son jugement et qu'ils ne laisseraient pas leur héritage à quelqu'un qui prend des décisions aussi égoïstes et destructrices. C'était différent. Jimmy et Patricia avaient un bon héritage. Maison payée, compte de retraite, assurance vie, probablement près de 800 000 $. Au total. Rebecca venait de perdre tout son héritage parce qu'elle ne pouvait pas se retenir. Ils m'ont demandé de te dire qu'ils sont désolés encore. Maman pleure chaque fois que ton nom est prononcé. Octobre a apporté la meilleure mise à jour. Kevin a appelé, riant si fort qu'il pouvait à peine parler. Le cabinet de Brandon a fermé. Il a déposé le bilan la semaine dernière. Il n'a pas pu respecter l'accord de divorce, n'a pas pu obtenir de nouveaux investisseurs après le scandale et, apparemment, la plupart de ses clients sont partis quand ils ont appris ce qui s'était passé. Le gars est passé de la direction d'un cabinet de dentisterie esthétique à 7 chiffres à un emploi dans une clinique d'entreprise dans un centre commercial à 40 minutes de la ville, gagnant probablement le quart de ce qu'il gagnait auparavant. Il s'occupait des procédures d'assurance et des traitements au fluor pour enfants, à la place des facettes de luxe pour les riches. Rebecca a été rétrogradée dans sa clinique, non pas licenciée, mais transférée de son poste régulier pour alterner entre les différents sites, couvrant les quarts de travail que personne d'autre ne voulait. Matin tôt, soir tard, week-end. Ils ne pouvaient pas la licencier sans motif, mais ils lui ont certainement rendu la vie misérable. En novembre, j'ai rencontré Patricia au supermarché. Elle m'a vu et s'est mise à pleurer, là, dans la section des fruits et légumes. Elle m'a fait un câlin et s'est excusée à nouveau pour sa fille. Jimmy et moi pensons à toi tout le temps. Nous continuons d'espérer que tu trouveras quelqu'un qui te mérite. En fait, je sors avec quelqu'un. Rachel est une comptable. Elle a sa vie organisée. Elle apprécie les mêmes choses que toi et Jim m'avaient enseigné sur la planification. Le visage de Patricia s'est entièrement illuminé. Oh, mon chéri, je suis si heureuse pour toi. Tu mérites ça. Elle m'a posé des questions sur Rachel. Pendant 10 minutes. Quand j'ai mentionné que Rachel et moi parlions d'acheter un logement plus grand ensemble l'année prochaine, Patricia a de nouveau pleuré. C'est exactement ce que tu mérites. Quelqu'un qui valorise ce que tu apportes. J'ai appris plus tard par Anne que Patricia était rentrée chez elle et avait raconté à Jim notre rencontre. Jim aurait dit, eh bien, ce gars mérite mieux que ce que notre fille lui a fait subir. Décembre a apporté la dernière pièce des conséquences. Rebecca a été licenciée. Non pas pour l'aventure, mais pour avoir menti sur sa feuille d'heure. Apparemment, quelqu'un de sa clinique a enquêté sur ses déclarations d'heures supplémentaires au début de l'année et a découvert qu'elle avait facturé des heures qu'elle n'avait pas réellement travaillées.
Les heures qu'elle avait prétendu passer en réunion de personnel qui n'existait pas. La corporation a enquêté et l'a licenciée pour fraude aux fiches de temps. Elle a essayé d'obtenir des allocations chômage, cela lui a été refusé car elle avait été licenciée pour mauvaise conduite. Elle a essayé de trouver un autre emploi d'hygiéniste dentaire, elle n'a pas pu être embauchée car la nouvelle s'était largement répandue dans la communauté dentaire locale à propos de ce qui s'était passé avec Brandon et de la fraude aux fiches de temps. La dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, elle travaillait dans un grand magasin en Indiana où personne ne connaissait son histoire. Elle vivait dans un studio, sans voiture, car elle avait dû vendre sa Civic pour couvrir les frais de déménagement et se rendait au travail en bus.